Salut camarades. Avant de vous parler de la première croisade... Oui, non, je sais, c'est la 4e fois que je dis ça, vous commencez à en avoir un peu plein le cul, j'ai bien compris. Mais rassurez-vous, on va quand même entrer ici dans le vif du sujet, et plus dans des définitions académiques chiantes qui n'intéressent que moi. Oui, je vous entends. Je vais donc vous parler en 2 vidéos publiées simultanément des 4 croisades populaires qui ont eu lieu quelques mois avant la première croisade, et qui ont réuni près de 50 000 pécores. Cette vidéo sur la croisade de Pierre l'Ermite, qui se voulait bien mignonne mais qui est un petit peu merdouillée sur les bords, et une autre sur les 3 autres qui ont franchement déconné, et que je vous conseille de voir parce que les 2 vidéos sont complémentaires. Car l'un des intérêts primordiaux des croisades populaires, ou même des croisades en général, c'est le rôle qu'elles ont offert à l'homme du peuple médiéval, et la vision surtout qu'elles nous donnent de celui-ci. Dans l'appel officiel à la croisade par Urbain II le 27 novembre 1095, il était prévu que la croisade partirait pour le 15 août 1096 et réunirait les armées des différents barons croisés sous les murs de Constantinople. C'est ce qu'on appelle la croisade des barons, ou comme préfère le dire le médiéviste Alain de Murger, la croisade organisée. Mais le projet suscitant un enthousiasme que personne n'aurait pu imaginer dans ces proportions-là, n'importe quel bouseux un peu tchatcheur pouvait s'improviser prédicateur et se faire suivre par des milliers de pégus prêts à tout pour l'amour du Christ, sans que l'Église y puisse quoi que ce soit. Ce sont les fameuses croisades populaires, ou spontanées, toujours selon Alain de Murger. Il est donc très intéressant d'aborder les bons et les mauvais aspects du concept à travers celle qu'on considère comme la plus louable, quoiqu'on verra que ça se discute un peu, et les moins bons, c'est-à-dire à travers les 3 autres qu'on voit dans l'autre vidéo et qui sont beaucoup plus trash. C'est-à-dire qu'elles ont initié une tradition de persécution des juifs qu'on avait oubliée depuis le 8e siècle, mais qui va beaucoup se répéter par la suite. The Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sam. We have a mission to convert the Jews. Pierre l'Ermite, c'était déjà une légende de son vivant. Alors, on s'en souvient pas forcément bien aujourd'hui, mais on lui a longtemps attribué tous les mérites de la première croisade. Avoir suggéré l'idée à Urbain II, avoir été le chef de celle-ci, avoir été un grand guerrier, un grand savant, le précepteur de Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne, savoir les 2 premiers à avoir véritablement régné sur Jérusalem, etc. Alors qu'en soi, c'est juste un mec de petite taille originaire d'Amiens qui se baladait toujours avec la même bure, pieds nus, qui bouffait du poisson et qui chevauchait un âne, qui était aussi vénéré que lui. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il était excessivement éloquent et très mystique. Et qu'il avait 2 frangins, Bernard et Thierry. Ayant tenté le pèlerinage en Terre Sainte, il est revenu avec des étoiles plein les yeux, enfin plutôt des croix, du coup. Et il a mis son éloquence extraordinaire au service de la croisade. Où qu'il allait, le mec se retrouvait entouré de foules énormes prêtes à le suivre jusqu'au bout du monde, alors qu'elles ne connaissaient même pas le village d'à côté. Et c'est ça qui a marqué profondément les esprits des siècles suivants. C'était du jamais vu. Le mec a fait pour la première fois bouger de leur propre gré des hordes de manants, à savoir étymologiquement ceux qui demeurent. Ou demeurant. Ou demeurer. Ça dépend comment on voit les choses. Manants! Oh, mais... Vous êtes tous des manants! Après, on sait aussi que si les pégus ont suivi, c'est que le contexte s'y prêtait. Il y avait eu la peste en 1094, la famine en 1095, les terres cultivables n'étaient pas assez nombreuses au vu de la croissance démographique, et les villages étaient à la merci de n'importe quelle bande de tarés sanguinaires ou pyromanes. Et là, paf, un petit gonze apparaît, qui leur promet, après une grande marche et une grosse baston contre les forces de l'Antéchrist, ce qui en soi n'est pas rien, mais apparemment les mecs étaient motivés, une terre luxuriante faite de miel, de lait et tout le tintouin. Le mec, c'est un mélange entre un chauffeur de salle, un promoteur immobilier et un agent de voyage, en gros. Ça a très vite saoulé le pape, qui était un poil jaloux, et qui aurait préféré les voir incorporer l'armée d'un baron plutôt que de déambuler bêtement par milliers d'hommes, de femmes, de mômes, de vieillards, de curtons, puis de brigands aussi, à travers l'Europe derrière cet obscur illuminé. Ce mec, rien ne prouve que c'est pas un pur charlatan ou un roublard. On sait par exemple qu'il a eu recours au chantage pour financer sa croisade. Ça, j'en dis plus dans l'autre vidéo. Mais je place mes propres vidéos, petit procédé commercial. On a donc 15 000 croisés qui quittent la France avec lui en avril 1096. À Cologne, en Allemagne, lui il va continuer de prêcher tandis que ses disciples soit se dirigent vers Constantinople guidés par le chevalier français Gauthier sans avoir, soit vont prêcher plus loin, comme Gottschalk ou Volkmar, qui sont responsables de 2 des 3 autres croisades de pogrom, disons. Un juif, on brûle.
Gauthier sans avoir conduisait donc déjà plusieurs milliers de pèlerins vers la Terre Sainte, on ne sait pas exactement combien, en suivant le Rhin puis le Danube et en passant par la Hongrie. Le roi local, Koloman, les trouvait plutôt sympatoches, jusqu'à ce que quelques-uns de ses glandus décident de piller un bazar, une sorte de marché, à Zemlin. Alors du coup, on a chopé 16 de ces glandus, on les a foutus à poil, on a pris leurs nippes et on les a accrochés sur les murs de Zemlin. Ce qui a un tout petit peu foutu une ambiance de merde. Du coup, Gauthier sans avoir, il a essayé d'obtenir au plus vite de Niketas, le gouverneur byzantin de la ville de Niš, proche de la frontière hongroise, l'autorisation officielle d'entrer dans l'Empire byzantin. Officielle parce qu'en vrai, ils étaient déjà un petit peu rentrés, ils traînaient autour de Belgrade, mais voilà. Mais pendant que Niketas attend l'autorisation de l'empereur byzantin Alexis Ier, les croisés se castagnent autour de Belgrade avec les Byzantins, qui en ont un tout petit peu marre de se voir piller leur bouffe par une bande de fadas en haillons qui prétendent souffrir pour le Christ, mais après ça tout rentre dans l'ordre, et d'autres troupes byzantines vont les escorter gentiment jusqu'à Constantinople, aussi bien pour les protéger que pour protéger les populations byzantines, faut pas déconner. Ils arrivent donc en juillet 1096, on leur file à bouffer, tout le monde est rassuré. Jusqu'à ce que Gauthier sans avoir prévienne gentiment qu'il est suivi par Pierre l'Ermite avec encore plus de pécores. Alexis Ier, qui initialement avait demandé de l'Occident quelques mercenaires expérimentés, et qui se retrouve à gérer ces hordes de cutéreux agités, il a dû être un poil surpris. C'est qui tous ces cons? En effet, Pierre suivait à quelques semaines d'écart le même chemin, avec le gros de la troupe. En Allemagne, la plupart s'étaient foutus de sa gueule, mais finalement quelques seigneurs et chevaliers le suivaient, et avec eux, le gros des pèlerins. Sauf que globalement, en arrivant devant Zemlin, ils ont vu les fringues de leurs poteaux accrochés au mur, ce qui leur a pas fait très plaisir, et en même temps, les poteaux en question, ils avaient pas laissé un très bon souvenir aux locaux. Du coup, il y a une grosse tension bien épaisse qui s'instaure, et malgré les appels au calme du roi Koloman et de Pierre l'Ermite, ça finit quand même par péter, notamment à cause d'un certain Geoffroy Burel, dont on reparlera plus tard. Résultat, on a 4000 Hongrois qui sont butés et Zemlin ravagée. L'embrouille serait partie d'une engueulade sur le prix d'une paire de godasses. Si, c'est véridique. Du coup, de l'autre côté de la frontière, le gouverneur Niketas, qui les attendait à Belgrade, pas très serein mais plutôt conciliant, il essaye de les empêcher de traverser la Save, la rivière qui marque la frontière byzantino-hongroise. Mais sans aucun succès, les mecs y passent quand même et ils viennent cramer Belgrade vers fin juin, Belgrade que les habitants byzantins avaient évacué. Les croisés essayent ensuite de se diriger vers Niš où ils aimeraient recommencer le processus. Sauf que là, Niketas, qui a quand même beau être gentil, il en a vraiment plein le cul, du coup il leur envoie l'armée sur la gueule sans même se préparer. Y a rien à préparer, laissez-les-moi les mange-merdes, je vous les expédie dans le purin aussi vite qu'ils sont venus. Vu que les pèlerins valent que dalle militairement, plusieurs milliers d'entre eux se font péter la gueule, tandis que les autres se carapatent vite fait. Et maintenant qu'ils ont bien les miquettes et qu'ils sont bien sages, les troupes byzantines acceptent de les escorter gentiment jusqu'à Constantinople, où ils arrivent en août, avec interdiction de s'arrêter plus de 3 jours au même endroit, faut pas trop les faire chier non plus. Pierre, que les Grecs appellent Coucoupêtre, petit Pierre, il doit pas être très à l'aise. Alexis Ier lui conseille gentiment d'attendre l'arrivée de la croisade des barons, ce que Pierre l'Ermite trouve intelligent parce que c'est vrai que vu qu'ils ne connaissent rien à la guerre, ils risquent de se faire péter la gueule par les Turcs. Sauf que le bordel recommençant comme d'habitude dans les faubourgs de la capitale, l'empereur il en a mais ras la couronne, donc il va les expédier de l'autre côté du Bosphore. Ils vont les dresser leur camp à Kibotos, ou Civito, avec d'autres croisés fadas comme eux, mais venus d'Italie, ceux-là. Sauf qu'en étant proche de la ville turque de Nicée, les Français vont aller en razzier les faubourgs, massacrer les habitants, et même, selon les chroniqueurs, manger les mômes. Mais ça... c'est un problème de discipline. Manger les enfants n'est pas un problème de discipline. Sauf que ça rend totalement jaloux les Italiens et les Allemands du camp, qui du coup, sous les ordres d'un certain Rinaldo, vont aller prendre la forteresse proche de Xérigordon, qui appartient aux Turcs. Les Turcs, que ces bouseux commencent à gaver mais sévères, reviennent, assiègent la forteresse et la prennent. Ceux qui sont dedans, globalement ils sont morts, convertis ou esclaves. En gros. La nouvelle arrive au camp. En l'absence de Coucoupêtre à Constantinople, il faut prendre une décision. Certains, comme Gauthier sans avoir, préfèrent l'attendre, mais d'autres, comme Geoffroy Burel, le fouteur de merde, décident de partir à la rencontre des Turcs avec les 20 à 25 000 hommes disponibles, dont 500 chevaliers. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Ah non, vous êtes ça? Le 21 octobre au matin, on voit toute cette bande de tarés partir en désordre et se faire massacrer jusqu'au dernier par les Turcs en embuscade, malgré une résistance héroïque des chevaliers. Les Turcs vont ensuite massacrer ceux qui restent dans le camp, à l'exception faite de ceux qu'ils vont ensuite vendre comme esclaves, donc grosso merdo les pas trop moches.
Il y a bien quelques rescapés qui vont être sauvés par les Byzantins, et qu'Alexis Ier va inviter à venir habiter les faubourgs de Constantinople. Coucou Pètre, il est toujours vivant, hein, et donc il va attendre la prochaine croisade des barons pour ensuite rejoindre Jérusalem, mais grosso merdo, la croisade populaire, c'est fini. Le grand inconnu dans tout ça, malheureusement, c'est la réaction des Turcs d'Anatolie et de leur sultan, même si apparemment le terme est apocryphe, Kilich Arslan. Récemment sédentarisés, ils n'ont apparemment pas laissé de traces écrites sur la croisade populaire ou même sur celle des barons qui suivra. Ce qui est franchement très regrettable pour ce qu'aurait pu apporter à la compréhension du phénomène un regard diamétralement opposé, regard d'offensé qui plus est, mais surtout regard des premiers musulmans à être confrontés aux croisés. Mais je pense quand même que c'est globalement Confession d'Histoire qui résume le mieux leur point de vue. Quand on a vu débarquer des hordes de bouseux fanatisés, on n'a pas bien compris. Pierre l'Ermite a embarqué entre 20 et 30 000 pécores complètement naïfs et complètement inexpérimentés, ainsi qu'un gros ramassis de bandits en tout genre, dans un périple inimaginable qui non seulement coûta la vie à la majorité d'entre eux, mais aussi à énormément de pauvres innocents sur leur chemin, ce que je ne cherche d'ailleurs pas du tout à excuser. Et ces mecs-là, ils croyaient sincèrement se rendre dans la Jérusalem des textes bibliques, et ils espéraient gagner la Terre Sainte par leur foi, par leur sacrifice et par leur humilité devant Dieu. C'est pour ça que l'historienne Régine Pernoud rappelle intelligemment que ces mecs-là étaient peut-être très contents de gagner le paradis à travers le martyr. Le héros chrétien, c'est un vaincu héroïque, comme le Christ. C'est pas un héros antique ou un super-héros moderne. Donc il faut pas forcément voir dans la défaite finale, dans cette espèce de grosse branlée finale de la croisade, un échec, mais plutôt c'est la première manifestation d'une théorie qui va s'ancrer profondément dans la conscience médiévale. Seul l'humble homme du peuple peut faire réussir la croisade par sa foi. C'est le moment live dans toute sa splendeur. Oui, donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, ou alors à ceux qui ont mis le curseur à la fin, hein, ça existe aussi, en tout cas merci d'être là, parce que sinon je serais un peu tout seul. Mais c'est pas grave, puisque vous êtes là, c'est chouette. Au pire je me retrouve au montage, mais ça c'est autre chose. Merci donc à vous tous, merci à ceux qui participent beaucoup dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le machin, tous les liens sont dans la description comme d'habitude, un grand merci à ceux qui me donnent un peu d'argent sur Tipeee, même beaucoup d'argent en soi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait de plus en plus d'argent, et c'est très touchant. Ça me permet d'acheter des nouveaux trucs, ou d'anciens trucs, par exemple ces ampoules, elles sont là depuis août 2015 quand même, donc elles vont bien finir par claquer. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, je l'ai toujours pas remplacé. Donc voilà, si vous en avez les moyens et que vous voulez, vous pouvez me donner un peu d'argent sur le site Tipeee, donc là, ou là, on verra plus tard. J'ai fait plein de vidéos sur les croisades pour ceux qui savent pas, donc il y a la notion de croisade, il y a les Seljoukides, il y a les pré-croisades, je vais en faire encore plein d'autres, hein, vous verrez, elles sont en projet. Tourner 2 vidéos à la fois c'est beaucoup trop dur, mais c'est rigolo, c'est une expérience que je ne referai pas, mais c'était sympa à essayer. Je vous conseille fortement, hein, très vivement, si vous n'avez pas déjà vu, mais je pense que si vous êtes ici, vous les avez déjà tous vus, la vidéo de Confession d'Histoire sur la première croisade, parce qu'elle est franchement bidonnante et franchement bien foutue. Voilà, je vais vous laisser avec les crédits de fin, vous savez, où il y a Adrian von Ziegler, Victor Viard, Van Kozlov, Régine Pernoud, Steven Ronsiman, tout le monde, Alain de Murger. Voilà, puis donc, comme d'habitude, tous les liens que vous voulez savoir, ils sont dans la description, les extraits vidéo, les machins, les trucs. Moi je vais aller faire dodo. Salut. Ah bah attends, hop là. Ouh, là.